Docteur Kovnator, bonjour. Vous travaillez à Thionville comme cardiologue et vous intéressez aux problèmes vasculaires. Et précisément, la Société européenne de cardiologie, qui se réunit aujourd'hui, ces jours-ci à Rome, accorde une place importante à d'autres territoires que les coronaires. Et vous en êtes l'illustration, puisque vous avez présenté une communication sur les patients avec sténose carotide asymptomatique. Quel était l'objectif de cette présentation ? L'objectif est important. Il faut savoir que près de 90% des patients qui sont aujourd'hui opérés d'une sténose carotidienne sont asymptomatiques. C'est vrai aux États-Unis, c'est probablement vrai en France, on a moins de données. Il faut savoir également que le risque spontané d'AVC chez ces patients ayant une sténose carotidienne asymptomatique a diminué de manière drastique dans les 20 dernières années. Il était de plus de 2%, presque 2,5% par an dans les années 90. Il est descendu à moins de 1% à l'heure actuelle. Avec traitement ou sans traitement ? Alors, le problème essentiel, c'est ça, c'est quelle est la différence ? Pourquoi il y a 20 ans, ce risque était de 2,5% par an? Pourquoi il est aujourd'hui de moins d'1%, voire moins de 0,5%? On parle bien du risque sans intervention, sans traitement. On parle de l'évolution spontanée. Traitement médical. Ah, évolution spontanée sous traitement médical. C'est le traitement médical. C'est le traitement médical qui a transformé les choses. Et donc, compte tenu du nombre tellement important de patients, je crois qu'il y a un challenge qui est essentiel, c'est de pouvoir bien identifier les patients qui vont bénéficier réellement de la chirurgie, ceux à qui on va éviter de faire un AVC, de ceux que finalement on n'en aurait pas fait. Je me suis permis de vous interrompre parce que quand on dit 1%, 2%, j'avais l'impression qu'on était dans des chiffres qu'on entend à propos de la chirurgie. C'est pour ça que j'ai posé la question. On est même plus bas. On est même plus bas. Ça voudrait dire, et il y a eu des évaluations qui ont été faites, que plus de 90% des patients seraient opérés pour rien. Alors après, il est vrai que quand on évite un AVC à un patient, on a fait le job. Et ce risque sous traitement médical, donc il a diminué grâce au traitement médical. Et le traitement médical a évolué. Donc quelles sont aujourd'hui les bases du traitement médical ? Alors les bases, c'est comme ça a toujours été le traitement anti-agrégant plaquettaire. Le traitement anti-agrégant plaquettaire, c'est l'aspirine, plus remplacé ou pas par une thiénopéridine en cas d'intolérance. On n'a pas réellement de preuves majeures sur les thiénopéridines par rapport à l'aspirine, l'association des deux. Mais la vraie partie la plus intéressante, c'est certainement les statines. On sait aujourd'hui que ces patients avec une sténose carotidienne doivent avoir un traitement par statine a priori à haute dose pour obtenir des cibles telles qu'elles sont recommandées, inférieures à 0,7 grammes par litre. Ce sont des sujets à très haut risque, moyennant quoi on réduit le risque d'événement. Les études qui ont été faites avec les statines ne sont pas anciennes à vieilles, mais elles datent d'une époque où on n'avait peut-être pas encore le 0,7. Est-ce qu'on a des données avec l'objectif à 0,7 ? La question est bonne. On n'a pas réellement de données sur la sténose carotidienne. On a des données chez les patients à risque très important. On a des données chez les patients coronariens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les recommandations, les dernières, 2016, de l'ESC, nous disent que chez ces patients, il faut arriver à moins de 0,7 et que si à l'état basal, ces patients entre 0,7 et 1, il faut réduire de 50%. D'accord. Et donc là, à votre connaissance, il y a des études en cours qui vont essayer de le démontrer, le bénéfice ? Il y a à l'heure actuelle des études, si on en revient au problème des carotides, qui vont comparer le traitement médical bien conduit dans le sens où on l'évoque avec les interventions, que ce soit chirurgie ou angioplastie, pour essayer justement de voir quand est-ce qu'on tire un bénéfice. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des critères, et c'était l'objet de la communication de ce matin. Ces critères, c'est quel patient ? C'est des données de sexe, d'âge, des données d'imagerie. Et l'on sait aujourd'hui que les femmes tirent un bénéfice, mais un peu moins de la chirurgie, que les sujets âgés, on ne sait pas.
parce qu'ils n'ont jamais été inclus dans les études. On sait aussi que les plaques hypoéchogènes, on sait aussi que les plaques qui embolisent, telles qu'on peut le détecter au Doppler transcrânien, eh bien, ce sont des sujets qui ont un risque majoré. Et moyennant l'intégration de ces différents paramètres, eh bien, on doit pouvoir essayer de déterminer quels sont les sujets qu'il va falloir vraiment opérer. Parce que la chirurgie, voire l'angioplastie, sont utiles, à la condition de bien choisir les patients. À la limite, tous les critères qui reposent sur la composition de la plaque, l'antécédent d'embolie et tout, je dirais qu'il me semble que c'est des critères pour lesquels on n'a pas de problème, puisqu'on a envie d'y aller. Après, il reste tous ceux chez lesquels on prend la décision de ne pas y aller. Est-ce que tous ces critères sont intégrés dans des scores pratiques, utilisables en pratique clinique, comme le SHATS pour la fibrillation auriculaire, par exemple? Alors, il y a des scores. Il y a des scores, mais des scores qui n'ont qu'une validation restreinte. Et ces scores qui ont une validation restreinte ne sont pas utilisés couramment en pratique pour une raison qui est simple, c'est que ces différents critères, on les pense utilisables, mais ils ne sont pas évalués de manière indépendante comme critères de risque. Donc il va falloir encore une fois attendre les études en cours. Il y a une étude française qui s'appelle Actrice, qui est dirigée par Jean-Louis Mas, qui va réellement tenter de faire le point entre structure de la plaque, en imagerie, et risque sur le suivi. On sait tous qu'il y a des patients chez lesquels on aimerait bien suivre les recommandations, mais c'est compliqué, ils sont fragiles, on n'a pas envie. Est-ce que ces critères servent précisément dans ces circonstances-là, plutôt qu'à dire carrément, tel patient, non, c'est pas la peine d'y aller Les recommandations sont toujours là pour être a priori suivies. S'il ne fallait que suivre les recommandations, eh bien on aurait des algorithmes et on n'aurait plus lieu d'être. Donc on est là effectivement pour parfois dévier un petit peu des recommandations, et je prends comme exemple les sujets âgés. On nous dit qu'on n'a pas de preuves après 80 ans. C'est-à-dire qu'il faut laisser tous les patients de 82, 83 qui ont une sténose serrée d'une carotide ou à risque et ne pas les opérer. Certainement pas. On est là justement pour faire bon usage de ces différentes recommandations, mais aussi des autres critères à côté, puis du bon sens médical. Les méthodologistes nous rappellent depuis longtemps que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Maintenant, autre question. Quand vous parlez de traitement antiagrégants, le classique, l'aspirine, plus ou moins thinopyridine, est-ce que les nouveaux antiagrégants plus puissants ont changé la donne? Alors dans le domaine des carotides, non. Pas aujourd'hui. Dans le domaine de la prévention des accidents neurologiques en cas de sténose carotidienne, aujourd'hui, non. Et je continue la provocation. Est-ce que les nouveaux anticoagulants ont une place particulière? Dans ce domaine, toujours pas. Toujours pas. Dans ce domaine, toujours pas. À l'exclusion, bien sûr, des cas de figure où le patient serait par ailleurs en fibrillation atriale. Voilà. Et donc, fibrillation atriale, c'est anticoagulant, monothérapie? Avec une sténose carotidienne isolée, on n'a pas de preuve aujourd'hui que d'associer à l'anticoagulation un antiagrégant plaquettaire apporte un bénéfice. Et on a un risque hémorragique plus marqué. Alors après, il y a certainement des exceptions, les exceptions pouvant être un patient qui va continuer à faire des AIT alors qu'il est sous anticoagulant, mais on peut tout imaginer à ce moment-là. Je crois que les cardiologues et autres qui nous regardent ont les éléments maintenant pour faire up-to-date. En tous les cas, on essaye d'y contribuer. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.